Madame, Messieurs, merci de suivre ce deuxième numéro de mois de mai 2023. Nous sommes le 2 mai 2023. Merci de rester fidèle à votre magazine Kiosque. Nous avons deux sujets ce matin avec deux invités. Nous allons parler aujourd'hui de la pétition lancée par une structure de la société civile pour dire non à l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie qui y est chapeautée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Il y a des pétitions qui sont lancées aujourd'hui. On est dans Niet pour l'audit du fichier électoral de la République démocratique du Congo par l'OIF. Analyse et commentaires, c'est dans ce magazine Kiosque. Autre sujet d'actualité, c'est la nomination du nouveau commandant de la force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo, le général Moutiri. Il remplace à ce poste le général Jeff Nyanga. Mais curieusement, Kinshasa, selon la radio France Internationale, bien sûr, s'est dit très surpris de cette nomination. Kinshasa n'a pas été consulté par cette nomination cavalière. Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque que nous avons deux invités. Nous serons avec monsieur Oscar Moubiaï. Bonjour. Bonjour madame journaliste. Voilà, parce qu'Oscar Moubiaï sera opposé à Christian Modeka. Bonjour Christian Modeka. Bonjour madame Gisèle. Alors, il y aura un troisième invité, on me signale du côté du réalisateur, donc nous avons trois invités, Christian Emango, qui va nous rejoindre tout à l'heure dans ce plateau de Kiosque pour un débat républicain, pour une contradiction. C'est donc les invités du kiosque de ce matin. Alors je commence par vous, monsieur Oscar. Monsieur Oscar, nous commençons par l'audit du fichier électoral. C'est comme en 2018, l'OIF avait audité le fichier électoral de la République démocratique du Congo. Voilà, cette fois-ci, des voix s'élèvent. Il y a même une pétition qui sera lancée aujourd'hui avec les organisations de la société civile pour dire non à l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie qui est bien sûr chapeautée par une Rwandaise. Voilà, par vu une relation avec le Rwanda. Quel commentaire ça vous inspire? Non, mais écoutez, la révision du fichier électoral, c'est une recette, une vieille recette. Donc, à chaque cycle électoral au Congo, c'est la question qui revient, la révision du fichier électoral, la revisitation de la composition de la Cour constitutionnelle. Et là, c'est toujours cette chanson à laquelle l'on est habitué. La vraie question, c'est comment garantir les élections dites libres, transparentes et démocratiques. C'est ça la vraie question qui se pose. Et cela passe par chaque année à une révision du fichier électoral, toujours laquelle révision est toujours contestée par ce que l'on appelle changement de composition de la Cour constitutionnelle pour permettre à ce que celle-ci soit composée avec des membres à tendance opposition, majorité. Je crois que tout ça, ce ne sont pas des questions qui me semblent essentielles. La vraie question, d'abord, nous disons non à cette revisitation du fichier électoral par l'OIF. Ça ne me semble pas d'une importance quelconque parce qu'on a toujours dit la même chose et finalement les élections sont toujours tenues. Cela soulève une question d'impartialité à la tête de l'OIF compte tenu de la présidente de celle-ci, qui, on se demande par ailleurs comment elle peut, alors qu'elle n'est pas congolaise, elle peut être présidente d'ESPA pour représenter le Congo au niveau de l'OIF. Et vous me diriez que c'est la loi Tchani qui doit s'appliquer à cette dame. Bon, de mon point de vue, je crois que c'est la responsabilité de l'électeur et c'est la responsabilité de la classe politique, c'est la formation de l'homme congolais qui doit avoir ce que l'on appelle l'éthique politique. M. Abdoulaye Wade l'a dit si souvent et depuis plus longtemps que nous manquions un peu de culture politique. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il nous faut faire preuve d'une remise en question. Il faut d'abord revisiter et réviser l'homme qu'aller réviser le fichier électoral. Parce que vous pouvez réviser le fichier électoral tant que l'homme n'est pas révisé.
il y aura toujours des contestations, des tricheries et des corruptions. Donc votre réflexion, c'est pas autour du débat de la personne qui chapeaute cette organisation, mais c'est autour de la problématique même de cet audit du fichier électoral qui ne change rien, selon vous. En des termes très clairs, la personne qui chapeaute, qui est à la tête de l'OIF, ce n'est pas une personne qui convient à ce poste-là. Le Congo doit faire preuve de sa fierté et donc demander le départ de cette dame qui n'a rien à voir à la tête d'une institution au nom du Congo, parce que... Le Congo peut influencer sur son départ. Ben, si elle est... Vous savez, si elle est rwandaise, le Rwanda n'est plus un pays francophone. C'est vous qui me dites qu'elle est rwandaise. Si elle est rwandaise, le Rwanda n'est pas un pays francophone. L'OIF, c'est la francophonie. Et on ne peut pas être anglophone pour être à la tête de la francophonie. C'est le non-sens. Si elle tente de se faire passer pour une Congolaise et qu'il y a une contestation, ça aide d'apporter la preuve qu'elle est Congolaise. Si vous me demandez si je suis... Elle est rwandaise. Si elle est rwandaise, donc qu'est-ce qu'elle fait à la tête d'une institution francophone? Au Rwanda, on ne parle plus français. Vous voyez que c'est non-sens. Et l'OIF, quand elle vient pour vous parler de réviser le fichier électoral, bon, souvent c'est auditer pourquoi on n'accompagne pas les Congos en amont pour qu'on n'arrive pas à tout le temps dire on audite. Qu'est-ce qu'on nous accompagne comment? Quels sont les outils nécessaires dont l'OIF dote les Congos pour, quand on fait le fichier, qu'il n'y ait plus la problématique de sa révision. C'est toujours réviser, réviser. Au final, on ne révise rien, ça reste la même chose. Je trouve que c'est une chanson de distraction. Je pense que l'essentiel, c'est aujourd'hui trouver les mécanismes d'encadrement de l'électeur et de candidats pour fixer un cadre d'éthique et de moralité. Quand on arrivera sur ce cadre-là et que l'on sera conscient de nos responsabilités pour dire quand on jette son bulletin dans l'urne, on prend une décision pour son avenir et son destin. À partir de là, quand on arrivera à cette formation de la masse, je crois qu'il n'y aura plus question de réviser le fichier ou pas. Mais tant qu'on n'a pas révisé l'homme, on révisera le fichier, il n'y aura rien. Alors, Christian Moleka, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche? Une pétition pour dire non à l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie? Venant de la société civile, moi, ça m'étonne, parce que l'audit du fichier fait partie de ce qu'on appelle les bonnes pratiques en matière électorale. Parce que si vous voulez avoir un processus qui soit transparent, qui soit crédible, qui soit régulier, il y a des étapes importantes, notamment là où nous sommes aujourd'hui, à savoir la consolidation du fichier électoral. C'est important. Il y a un double audit. Il y a un audit interne qui est effectué par la CENI. La CENI, je crois, dans son calendrier, a fixé 10 jours pour l'audit interne. Et puis, il y a un audit externe qui est organisé régulièrement par des partenaires extérieurs, un groupe d'experts, accompagné des experts locaux de la CENI, accompagné des experts de la majorité présidentielle, accompagné des experts de l'opposition politique, accompagné de la société civile. Ils accompagnent cette organisation internationale. Quand on dit audit du fichier électoral, c'est ça ce qu'il faut expliquer aux Congolais. C'est des experts de l'OIF, accompagnés des experts de la majorité présidentielle, accompagnés des experts de l'opposition politique, accompagnés de la société civile, pour qu'on se mette d'accord sur le fichier qui va servir à la répartition des sièges. Parce qu'après l'audit du fichier, on va passer à la répartition de sièges. Il faut qu'on dise, voilà, on a réparti le siège sur base d'un fichier qui a été nettoyé. Rappelez-vous, en 2018, la chanson sur les doublons, sur l'enrôlement des enfants, sur les cas de non-empreintes qui ont été détectés effectivement au moment de l'audit du fichier. Il ne faut pas que nous vivions au présent. Il y a quelques années, l'UDPS, à l'époque de Tshisekedi, militait pour l'audit du fichier électoral. Et c'est la même OIF qui a fait l'audit en 2018. Et à l'époque, on a parlé des doublons, on a parlé des cas de mineurs, on a parlé des cas des gens qui n'avaient pas d'empreinte digitale, et on avait même dû élaguer certains électeurs pour permettre d'avoir un fichier plus ou moins propre. Si nous voulons plus de transparence dans les processus, si nous voulons des bonnes pratiques, il nous faut encourager l'audit externe du fichier. Mais le problème, moi je crois qu'il est ailleurs. Le problème, c'est qu'il y a une délégation de l'EF qui est déjà à Kinshasa depuis la semaine passée, qui est à Kinshasa, c'est le timing. Parce que moi j'ai cru comprendre des échanges que certains experts ont fait à Kinshasa. Pour l'OIF, il faudrait plus ou moins un mois
pour faire l'audit réel du fichier. Alors que la CENI ne voulait que de 2 semaines d'audit. Et donc, si l'OIF prendra 1 mois pour faire l'audit réel du fichier, nous sommes le 2 mai. Le Parlement doit partir en vacances le 15 juin. Il faudrait, avant qu'il ne parte en vacances, il nous vote la loi de répartition des sièges pour permettre à la CENI de mieux commencer son travail. Le problème, c'est au niveau timing qui est très serré et qui, si l'OIF devait travailler dans le timing tel qu'il le propose, nous amènerait vers un glissement. Les questions des fonds sont celles-là, parce que les experts sont déjà... Une délégation est à Kinshasa, ils sont en contact avec les experts de la CENI ici à Kinshasa. La question, de mon point de vue, il est lié au timing, à moins qu'il y ait d'autres volontés de ne pas apporter un débat sur la transparence du processus. Si nous voulons des élections qui soient crédibles, transparentes, inclusives, nous devrions accepter de l'audit. Maintenant, il y a... Le débat, c'est autour de la personne qui chapeaute. La personne... Je trouve ce débat, je dirais, de mauvais goût. C'est vraiment un débat purement congolais. L'OIF, c'est une institution. Hein, c'est une institution de la République. Et qui dit institution, dit des règles. Une personne ne va pas s'élever parce qu'il est à la tête d'une institution et il fait des choses parce qu'il veut. Je ne pense pas. Il n'a pas de l'influence, il ne peut pas changer la donne. C'est une institution avec des organisations autour, avec des règles qui le conduisent. Madame Chikiwabo n'est pas la sainte présidente qui fait ce qu'elle veut de l'OIF. Mais c'est elle la chef. C'est l'institution. C'est développement une culture politique institutionnelle. C'est l'institution qui est différente de la personne. Nous nous intéressons à l'institution, nous nous intéressons à la personne. Si c'est l'institution, l'OIF, qui vient au Congo, ce n'est pas la personne de l'institution. Il faut qu'on trouve la nuance. Il faut qu'on trouve la nuance. Et l'institution a des structures. Je dis qu'il y a un groupe d'experts de l'OIF qui a toujours fait le travail depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je ne vois pas de lien. On peut avoir des problèmes avec le Rwanda. Je suis congolais, patriote. Je comprends que nous ayons des distensions avec le Rwanda, mais ne faisons pas de l'amalgame ou politisons à outrance ce qui n'est pas politisable. L'OIF est une institution indépendante qui ne dépend pas de la politique étrangère du Rwanda. Donc il faut qu'on comprenne bien les choses. Sinon, on n'accepterait même pas d'avoir le jeu de la francophonie chez nous. Parce que nous sommes membres de l'OIF, nous allons recevoir le jeu de la francophonie. D'ici là, l'OIF sera toujours dirigé par une Rwandaise, mais nous acceptons le jeu de la francophonie. Donc il ne faut pas qu'on fasse... Mais des voix s'élèvent pour demander à même qu'on puisse quitter l'OIF, parce que l'OIF n'a jamais condamné l'agression rwandaise en RDC. Ça, c'est une question de lobbying. C'est-à-dire comment nous, Congo, comme État, nous construisons notre lobbying pour faire passer au niveau de structures internationales notre point de vue. Sinon, nous allons également quitter l'Union africaine, nous allons également quitter l'ONU, parce que ce soit l'Union africaine, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau de beaucoup d'organisations, nous n'avons pas reçu le soutien nécessaire. Donc, nous ne devons pas fuir les débats. Oui, identifier pourquoi au niveau de l'OIF, notre lobbying n'a pas marché, comment mettre en place un mécanisme de lobbying pour que les États piliers comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire soient de l'autre côté, c'est des intérêts, et comment amener un lobbying qui fasse influencer la décision congolaise. Ça, c'est autre chose. Mais au niveau de l'OIF, c'est une institution qu'il faut séparer avec la personne qui la dirige. Ensuite, au niveau local, puisque l'enjeu, c'est la transparence du fichier pour avoir des élections transparentes. C'est ça l'enjeu pour nous. Est-ce que nous voulons un fichier qui soit transparent, qui est crédible, qui rassure les différentes parties, pour que nous n'ayons pas de la contestation électorale le jour où nous aurons une répartition des sièges, par exemple, qui donne plus de sièges à telle province que telle autre. Parce que c'est ça l'enjeu. C'est sur base de ce fichier-là qu'on va répartir les sièges. Qu'on dira, telle province a autant de sièges et telle autre moins. Il ne faut pas que lorsqu'on va avoir la loi au niveau du Parlement, que nous ayons d'autres contestations, parce qu'on n'aura pas eu un consensus sur les fichiers. Alors que l'audit est un moyen de consensus, parce qu'il y aura des experts de l'opposition, il y aura des experts de la majorité, la société civile. Ils auront un mot à dire. S'ils ils feront partie de la délégation. Ils feront partie de la délégation. Moi, je crois que c'est un élément important du consensus dans le processus électoral. Parce que ça nous éviterait qu'au niveau du Parlement, l'opposition vienne dire nous ne sommes pas d'accord avec la loi de répartition des sièges, parce qu'au niveau de la Commission, ils ne prendront pas. Voilà, alors vous voulez répliquer par rapport à cela? Je peux comprendre que le débat était maintenant entre vous deux, parce que... Non, vous avez aussi eu votre temps de parler. Bon, de toute façon, qu'est-ce que je retiens de mon co-débatteur en face? Qu'il faut faire une distinction entre l'institution et la personne. Très bien dit, mais une fois que l'on a dit ça, il faut que l'on sache que l'institution
qui est à distinguer avec la personne est animé par des personnes. Et donc la personne qui anime une institution devient une équation nécessaire dans la démarche de cette institution. Donc la présidente de l'OIF a nécessairement une influence sur cette institution. Quand vous prenez des institutions même de la vieille démocratie, vous prenez par exemple les pays comme la France, quand vous avez une présidence de général de Gaulle, le régime a une tendance présidentielle. Quand vous avez une présidence pour Pompidou, le régime a une tendance parlementaire. Et quand vous prenez le Conseil constitutionnel français, l'on sait qu'elle a beaucoup été influencée par la présidence Badinter. Donc, pour dire qu'il y a ce que l'on appelle, heureusement qu'en face de moi c'est un politologue, il y a ce qu'on appelle l'équation personnelle dans les institutions. Et de là, venir nier l'influence de la présidente de l'OIF, ça me semble être vraiment pas en bonne direction du point de vue analyse scientifique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je maintiens, et ce n'est pas un faux débat, nous pensons que cette dame, à partir du moment qu'elle est rwandaise, doublement n'a rien à voir à la tête de l'OIF, parce que le Rwanda parle l'anglais, c'est un pays anglophone, la francophonie, c'est l'espace francophone. On ne peut pas marcher sur la tête en mettant à la tête d'un espace francophone un anglophone. Sa présence ne se justifie pas. Dire ça, c'est du bon débat. Maintenant, pour revenir à la révision du fichier électoral. Bon, on ne veut pas des experts de l'opposition, de la majorité, mais est-ce toujours est-il que depuis qu'il y a élection au Congo, c'est la même chanson et jamais on a abouti à une cohésion, à l'unanimité pour considérer que les élections ont été libres et transparentes. Vous aurez toujours des gens qui n'ont pas le fair play, qui vont continuer à se faire appeler président élu, quelle que soit la révision du fichier électoral. Moi, je préconise qu'on quitte cette histoire, ce machin de CENI, pour glisser vers l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur, comme ça se fait ailleurs. Ailleurs, vous n'avez pas ce débat-là de fichier électoral, de révision. S'il y a eu de CENI, c'est parce que nous étions dans des pays en crise. Et cette crise de confiance a entraîné qu'on puisse mettre en place ce que l'on a appelé des CENI. Est-ce qu'aujourd'hui, bilan sur retour, est-ce que les élections en Afrique sont-elles garanties par la présence des CENI? La réponse est non. Donc aujourd'hui, je pense que notre pays revient sur rail depuis l'alternance politique. Nous avons maintenant des institutions auxquelles nous avons confiance. Je crois que petit à petit, il faut qu'elles commencent à préparer la sortie de ce que l'on appelle CENI. Et pour l'instant, on fait confiance parce que l'expert de gauche, de droite, tout ça, c'est des faux débats. Il nous faudra tout simplement avoir ce que l'on appelle principe de confiance. Dire que transparence, on ne peut pas parler de la transparence sans confiance. Et vous ne pouvez pas dire que vous garantissez la transparence par le contrôle. Oui, mais le contrôle ne pourra pas être totalement efficient s'il n'y a pas la transparence. Aujourd'hui, c'est la question de confiance. Est-ce qu'avons-nous confiance en nous-mêmes? Avons-nous confiance en nos institutions? Il faut cultiver le principe de confiance. À partir du moment qu'on est dans la méfiance totale, on n'en sortira pas. Vous aurez toujours des mêmes révisions. Alors, Monsieur Moubiaï, vous êtes d'accord avec ceux qui estiment qu'on devait faire un audit au niveau local? Est-ce que cela ne va pas encore créer des problèmes que vous avez évoqués là, la vérité des urnes? Parce que si l'audit s'est fait au niveau local, on risque d'avoir ce genre de problèmes encore à la fin, au finish. Vous savez, madame, je suis avocat d'une société qui a été sous-traitante de Gemalto, qui est la société française avec l'enrôlement, avec les kits électoraux, qui a fourni tout ça à l'État congolais.
toutes ces histoires, ça coûte beaucoup d'argent à l'État congolais. Les budgets pour organiser des élections, c'est énormément beaucoup de moyens. Tout ce moyen-là, si l'on prend à chaque cycle électoral, c'est pour ça qu'il y a la bataille pour la présidence de la CENI. C'est parce qu'il y a suffisamment de moyens. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que la question que l'on se pose, est-ce que la révision du fichier électoral, chanson que l'on chante depuis 2006 à aujourd'hui, ça a résolu le problème? Non, ça ne résout pas le problème. Je n'ai pas connu un fichier qui a été révisé et qui a entraîné que ça a conduit à la confiance dans les élections. Donc nous devons nous remettre en question pour savoir quel type d'élection voulons-nous et quel type d'hommes sommes-nous. À partir de là, je crois qu'on arrivera à la solution. Mais dire maintenant qu'on va appeler les experts de l'opposition, d'abord l'opposition est non définie. C'est quoi l'opposition dans ce pays? Est-ce qu'il y a encore l'opposition? Vous entrez dans un autre débat. Alors merci monsieur Oscar Moubiaï. Il y a Christian Emango qui est déjà avec nous. Bonjour Christian. Bonjour Madame Gisèle Etoko, très content de vous revoir encore sur ce plateau de kiosque. Nous également, alors vous entrez directement dans les débats, c'est autour de l'audit du fichier électoral par l'OEF qui est rejeté par plusieurs Congolais, notamment les structures de la société civile qui d'ailleurs aujourd'hui lancent une pétition pour dire non à cet audit car l'OEF est chapeauté par une Rwandaise. Quelle analyse vous faites aussi? Voilà l'analyse que nous faisons par rapport à cette question. Au-delà de la guéguerre sur les personnes, les individus, il faut d'abord qu'on puisse indiquer qu'il y a un problème structurel d'abord. Ah oui, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Lorsque vous prenez notre propre calendrier électoral, le calendrier électoral avait prévu, pour ce qui était de l'enrôlement des électeurs, sur toute l'étendue de la République, une durée de 3 mois. Est-ce que cela a été respecté? Non. On a à chaque fois prorogé pour ce qui était de chaque ère opérationnelle. Il y en avait 3, vous le savez très bien. Or, reporter un seul jour avec ce calendrier électoral un peu triste, puisque nous avons dit encore en son temps que un seul jour de retard dans ce calendrier électoral ici impacterait définitivement sur la date de l'organisation du scrutin électoral présidentiel, législatif, local. Alors, qu'est-ce que ce retard a eu pour conséquence? J'ai dit que le problème est d'abord structurel, parce qu'il faut donner suffisamment de temps à l'audit même de ce fichier électoral-là. Malheureusement, dans ces pays, on n'aime pas écouter les voix de l'opposition parce qu'il faut faire un forcing, parce qu'il faut absolument aller vers les élections. Oui, mais rappelez-vous, madame, rappelez-vous que lorsque nous serons en face avec la Cour constitutionnelle, il n'y aura pas que de députés de l'opposition qui vont se plaindre qu'on leur a volé des sièges. Il y aura aussi les députés de l'AFDC, puisqu'ils ont fait ça. Suivez-moi, madame. Soyez patiente avec mon raisonnement. Il y aura aussi les députés de l'AFDC qui vont dire qu'on leur a volé des sièges. Il y aura des députés du PPRD, autrefois à la majorité, qui avaient tout le contrôle du pouvoir, mais au sein de cette ancienne majorité-là, on nous avait tout dit. Qu'il y avait des sièges qui avaient été écorchés. Tout simplement parce que on n'avait pas voulu d'abord écouter. Premièrement, lorsque nous avons tenu le dialogue de la Cité de l'Union africaine, Corneille Nangaa était venu nous dire gentiment, pour bien organiser les élections, il faut 504 jours. Vous savez là, nous avons tous tourné en bourrique ici. Et puis, c'est Mikele qui est venu nous imposer un calendrier électoral d'une année. Nous sommes allés à la va-vite et voilà les conséquences. Aujourd'hui, le président Kadima revient avec la même démarche. Un calendrier électoral où vous devez organiser autant de scrutins en une année. C'est quelle folie, vous m'excusez l'expression, puisqu'il vous dit, et c'est là que je vais chuter, puisqu'il vous dit qu'on va faire d'abord l'audit interne, ceux qui sont à la maison peuvent vérifier avec le calendrier électoral, si ma mémoire ne me trahit pas, mais l'audit interne devait se faire pendant 20 jours, avant d'arriver à l'audit de l'OIF.
Je parle d'abord de l'audit interne. 20 jours. A-t-on déjà procédé à cet exercice-là? Est-ce qu'on nous a déjà dit le résultat de cet audit-là? Jusqu'à ce jour, quels sont ces partenaires-là? Je ne sais pas moi si ceux qui sont allés aux journées portes ouvertes ont bénéficié de ça. Mais quels sont ces partenaires-là, ce processus électoral ici, dont on a parlé de cet audit de 20 jours-là? Quels sont les résultats? À l'époque du président Nanga, on avait enrôlé 45 millions d'électeurs. En bref, Christian. Je termine par là. On a enrôlé 45 millions d'électeurs. Et quand on a fait l'audit, nous avons quitté de 45 millions à 40 millions. Aujourd'hui, me semble-t-il, on a 40 millions. Personne ne sait vérifier ces chiffres-là. L'audit interne va se faire. Peut-être que nous allons descendre parce qu'il y a certainement des doublons, d'autres personnes qui sont mortes, etc. Mais l'audit de l'OIF au finish, l'audit de l'OIF pour terminer, on n'en a réservé que 5 jours. Enfin, je vais dire l'audit externe pour ne pas singulariser à l'OIF. Parce qu'on peut choisir n'importe quel partenaire. Mais on n'en a réservé que 5 jours. On doit aller vite parce que la loi sur la répartition des sièges doit être déposée au Parlement après l'audit et qu'on puisse répartir. J'étais dans le véhicule, je ne sais pas identifier clairement la voix de la personne qui parlait déjà de la loi sur la répartition des sièges sur ce plateau. Donc, au finish, moi, je ne vais pas rester sur la singularisation des personnes. Moi, je reste sur les problèmes structurels. Du point de vue structurel, que le président Kadima nous dise comment est-ce qu'il va s'organiser avec ces audits de 20 jours, de 5 jours. Et je ne comprends même pas, je me pose vraiment la question de savoir que les experts nous disent pourquoi l'externe doit prendre que 5 jours, pourquoi l'interne doit prendre 20 jours. Alors que nous avons de plus en plus, enfin, nous avons de moins en moins confiance à ce qui se passe déjà au niveau de la CENI, moi je dois le dire. Donc vous minimisez ce débat de la non, les problèmes de l'OIF, ce n'est pas encore les problèmes qui nous préoccupent en ce moment. Mais le problème est là. Justement, le problème il est d'abord structurel. Parce que l'audit de notre propre CENI en interne ne nous a pas encore dit le résultat. Lorsque nous le saurons, c'est à ce moment-là que maintenant nous pouvons passer. C'est l'étape du calendrier électoral. C'est à ce moment-là que nous allons passer par l'audit externe. Mais l'audit interne ne nous a pas encore dit les résultats, mais on pense déjà à l'audit externe. Je ne comprends pas cette démarche. Mais en attendant, le fait que les gens rejettent qu'il y ait le Rwanda qui chapeaute l'OIF, qu'il y aura de l'influence. Vous pensez que si tous les partenaires ont confiance à ce que la CENI fait, on aura encore besoin de l'OIF? Vous le pensez? On va encore faire appeler l'OIF pour qu'elle vienne faire quoi? C'est justement parce qu'on n'a pas confiance à ce qu'on fait en interne. Commençons d'abord par la confiance interne. L'externe, on n'en aura pas besoin. Alors, arrêtons ces histoires de l'OIF. Créons la confiance en interne. Beaucoup de gens ont proposé que ce processus électoral soit suffisamment inclusif. Le problème se pose au niveau de l'inclusivité parce que, plutôt que de rencontrer les vrais partenaires à l'organisation de ces élections ici, on a fait des portes ouvertes pour 800 partis qui n'existent pas, qui sont mallettes. Alors, le problème, il est ailleurs. Donc, si vous cherchez l'audit, ne regardez pas l'Union africaine, ne regardez pas les Nations unies, ne regardez pas quelqu'un dit sur ce plateau que ce n'est pas la première fois qu'on l'a fait. Regardez d'abord sur la confiance en interne. On nous avait envoyé Den Kodjo ici, avec le dialogue de l'Union africaine. Avait-il réussi vraiment à concilier les Congolais? Qui avait réussi à concilier les Congolais? La CENCO. En interne, la solution se trouve là. On s'embrouille avec d'autres raisonnements. Je ne sais pas moi où est-ce que ça va nous mais en fait, les choses avancent, hein, parce que la CENI dit que le glissement n'est pas de son les choses avancent. J'aimerais encore dire à ceux qui sont à la majorité, vous êtes bien conscients que les choses n'avancent pas. Oh, la CENI affirme par rapport à la les mêmes présidents Kadima vous dit 1001 fois qu'il n'a pas les moyens, qu'on ne lui donne pas suffisamment de moyens. Il n'y aura pas de glissement aussi. Pas. Et s'il dit qu'il n'y aura pas de glissement, c'est que l'organisation des élections va se faire de manière catastrophique. Et je le dis encore ici, ceux qui iront à la Cour constitutionnelle ne seront pas que des opposants. Entre vous là-bas dans la majorité, vous allez vous retrouver devant la Cour et nous aurons que nos yeux pour pleurer. Ou gagner Théopoli, AVC. Prenons nos dispositions.
Et Christian Moleka, oui, vous voulez apporter d'autres éclaircissements? Oui, il y a un enjeu. Je crois qu'avant que Christian ne vienne nous rejoindre sur le plateau, je l'avais souligné, le fait que le calendrier est très serré. Si vous prenez le calendrier de la CENI, le 23 mai, c'est-à-dire dans 21 jours, la CENI doit publier les statistiques des enrôlés. Et le 1er juin, la CENI doit déposer la loi sur la répartition des sièges au niveau du Parlement. Le Parlement n'aura que 15 jours, du 1er au 15 juin, pour que les deux chambres votent dans les mêmes termes la loi portant répartition des sièges. Donc c'est un calendrier très serré. Tellement serré que les marges de manœuvre sont très faibles. Et l'OIF, je vous ai dit que les délégués sont à Kinshasa, ces délégués ne sont pas d'accord pour un temps court. Déjà? Oui, court d'audit. Selon les informations en notre possession, les experts avaient demandé au minimum 1 mois. Si vous voulez faire un travail sérieux, et M. Mango a soulevé un élément très important, c'est un débat que les gens, beaucoup de Congolais semblent oublier. En 2018, lorsqu'on a parlé des doublons, c'est 5 millions de personnes qui ont été évacuées du fichier. Ça veut dire que le président Félix a été élu avec 7 millions de voix en 2018. 5 millions d'effectifs avaient été élagués avant les élections. C'est l'équivalent de moins 2 millions de voix qu'il a obtenu. C'est-à-dire que c'est des marges pour gagner l'élection présidentielle. C'est des marges pour gagner l'élection présidentielle. Le président avait 7 millions et il y avait 5 millions d'effectifs. Ça veut dire que le travail d'audit, ce n'est pas un travail à banaliser comme si c'était un dispositif non nécessaire. Au niveau de la CENI, il y a un double verrou. Il y a un verrou interne, un travail fait par la CENI, qui pourrait être contesté par l'opposition. On sait comment ça fonctionne chez nous au Congo. Et puis il y a un deuxième verrou, qui est un travail des experts extérieurs. Et j'ai ajouté, l'OIF a toujours travaillé avec des experts de la majorité, de l'opposition et la société civile. C'est un travail concerté. De sorte que lorsqu'on va nettoyer les fichiers à la fin, que personne ne dise « nous ne sommes pas d'accord avec ces fichiers » parce que c'est ce fichier-là qui va donner la loi de répartition des sièges. Donc si les gens ne sont pas d'accord sur les fichiers, ça veut dire que nous aurons vers une nouvelle tension au Parlement lorsqu'on va aller voter la loi de répartition des sièges. Je donne un exemple, je ne le souhaite pas. Admettons qu'on nous dise que, tenant compte du fichier électoral, Kinshasa aura moins de sièges que la province du Congo central. Je donne un exemple pour les deux que celle-là. Kinshasa, au lieu de 58 sièges habituels, Kinshasa en aura 44. Le Congo central, on aura 60. Je donne un exemple. Mais nous aurons un débat. Parce que la CENI vous dira, je me suis appuyé sur ce fichier-là. Des gens que j'ai enrôlés pour faire la répartition des sièges. Donc, si nous voulons avoir moins de tensions au niveau de la répartition, il faut avoir un minimum de consensus sur les fichiers. Et ça passe par l'audit externe. C'est une étape importante. Maintenant, le vrai défi, c'est le temps. Le vrai défi, c'est le temps. Et le temps, je vous l'ai dit qu'on ne l'a pas, parce que le calendrier est très serré. C'est des vrais problèmes. Et donc, c'est le vrai problème. Arrêtons de trouver des faux fuyants. Mais au cas où on trouvait une solution par rapport au temps, on doit toujours les faire avec l'OIF. Pour une question qui est très pertinente pour le processus, parce qu'il va renforcer la confiance, la transparence et l'inclusivité. Si nous commençons à chaque étape à s'appeler la transparence, l'inclusivité et la confiance, bien, nous allons avoir un processus parce qu'on va avoir des élections, mais qui vont nous amener vers les chaos. Ça veut dire que nous aurons encore 2 ans de crise post-électorale, parce qu'on est habitué à avoir des crises post-électorales. On va faire 2 ans à faire dialogue, négociation, vérité des urnes, qui a gagné, et le pays aura perdu. Alors qu'il s'agit de s'asseoir sereinement et de dire comment nous faisons pour trouver le temps. Est-ce qu'il sera nécessaire de construire la confiance sur l'audit interne? Comment la CENI construit une démarche qui rassure les différentes parties prenantes? Est-ce qu'il sera nécessaire de donner du temps à l'OIF, sachant que ça va impacter les calendriers et que donc on va être obligé de réviser les calendriers? Ce sont les questions de fond qu'on devait aborder. Maintenant, faire le focus sur la personne de Mme Chekua, moi je crois que c'est un bouc émissaire idéal pour changer le débat, alors que le débat de fond, il est ailleurs. Ok, alors nous allons passer au deuxième sujet, monsieur Oubier. Juste une minute, juste. Pour moi, vous pourrez décompter ça sur mon temps de parole. Okay. Alors, je cru comprendre que monsieur qui vient d'arriver, c'est Christian. C'est un ancien du pouvoir et opposant, semble-t-il, aujourd'hui. C'est ce que je cru comprendre. Oh. Bon, je l'avais mal compris, mais nous vous le concédons. Parce qu'il s'est défini opposant. Nous vous le concédons. Bon, si vous êtes de l'opposition, bon, je ne sais pas, opposition. Aujourd'hui, ce thème au Congo me semble impropre, opposition. Je ne vois pas l'opposition sérieusement. Sérieusement, je ne vois pas qui l'on appelle opposant ici.
Bon, si ce n'est pas qu'il n'était pas... C'est pas ça les débats. Hein. Les débats, Oui, c'est autour de la question, du sujet. Oui. S'il n'est pas qu'il n'était pas au pouvoir hier, parce que c'est ceux qui étaient au pouvoir hier qui sont devenus opposants aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire? L'héritage que nous avons aujourd'hui de l'organisation, c'est ça le débat. Oui, L'organisation des élections, l'héritage de ceux qui sont aujourd'hui, semble-t-il, en opposition de notre système organisationnel des élections qu'on décrit aujourd'hui, je voudrais dire que c'est l'héritage, n'est-ce pas, de ceux qui étaient au pouvoir hier, devenus opposants aujourd'hui. Et leur propre système qu'ils avaient mis en place, ils sont en train de les décrire. Voyez-vous ce que je voulais dire? Est-ce qu'on ne peut pas changer? Oui, on doit changer. Mais comment doit-on changer? C'est de ce changement-là qu'il faut apporter des propositions de changement. Et dans les propositions de changement, quand on vient vous dire, moi je préconise, que l'on puisse effectivement aborder cette question et taper sur la table. Cette dame n'a rien à voir à la tête de l'OIF. Je vous ai dit, non seulement de par sa nationalité rwandaise, qui est un pays anglophone, alors que nous sommes dans l'espace francophone. Voilà, c'est une véritable question que mes décombatteurs tentent de dire. Ça, c'est une question de structure. Il faut aborder structure et non pas personne. Alors, simplement, leur raisonnement me semble totalement contradictoire. Quand il s'agit de l'OIF, il faut faire confiance à des structures et non pas s'attaquer aux personnes. Et quand on vient en interne pour la CENI, là, c'est le débat des personnes. Quand on devient à la Cour constitutionnelle, c'est le débat des personnes. Alors, pourquoi on doit faire confiance à une institution dite internationale, l'OIF, sans tenir compte de personnes qui l'animent, et ne pas faire confiance à la CENI sans tenir compte de la personne qui l'anime ou du courant qui l'anime? Voyez-vous? Donc on va revenir à l'éternelle question de dire il faut une parité de gens de l'opposition et ceux du pouvoir pour garantir ce qu'ils appellent transparence. Ça ne pourra pas fonctionner. Vous pouvez mettre 5-5, opposition, majorité, ça ne garantira pas la transparence. La transparence ne peut pas aller sans confiance. Le principe ici, c'est lever le principe de confiance. Et donc, moi, je préconise que les uns et les autres, pour ne pas perdre 2 ans, pas 2 ans de crise post-électorale, parce que nous n'avons pas eu de crise post-électorale. Les théâtres auxquels on a assisté, où les uns et les autres ont perdu leur temps de danser partout en Europe, je leur avais dit à ceux qui dansaient en Europe, j'étais en Europe avec eux, j'ai dit, vous perdez votre temps, vous allez perdre l'énergie en dansant. Est-ce qu'aujourd'hui, ils dansent encore? Ils ne dansent pas encore, et puis en même temps, le groupe musical s'est disloqué. Vous connaissez ceux qui dansaient. Ils ne sont plus ensemble. Donc je veux dire tout simplement qu'on devienne responsable. Le Congo, nous sommes un grand pays. Nous devons devenir responsables en tant qu'hommes et femmes. Sortons un peu des paradigmes de mentalité de coloniser, où on va vous dire experts international. Il n'y a pas un problème d'experts ici, c'est un problème de souveraineté nationale. D'abord, n'attendez pas de l'OIF quelque chose, n'attendez rien de ces experts extérieurs qui vont vous contester les élections. Organisons-nous, organisons les élections en tenant compte de nos réalités. Et c'est ce que je préconise. Le reste, ça sera du bon français, il n'y aura rien. Voilà, je vous dis... Merci, merci, M. Moubia. Je reste avec vous avec les petits temps qui vous restent, hein, de votre temps d'antenne. C'est en rapport avec l'EAC, la nomination d'un nouveau commandant de la force régionale. Mais Kinshasa, selon la Radio France Internationale, a été surpris de cette nomination, qui est jugée cavalière. Kinshasa n'a pas été consulté. Quelle analyse vous faites Si Kinshasa n'est pas consulté, c'est une entorse, parce que cette force-là vient combattre dans l'intérêt de Kinshasa. Donc, Kinshasa doit être consulté. Si on ne consulte pas Kinshasa, on vient vous aider. Encore une fois, c'est qu'on nous prend pour toujours comme des colonisés. Comment on doit venir chez nous pour soi-disant nous défendre et sans nous consulter quand on met à la tête une personne. Je crois que Kinshasa devait être consulté, que Kinshasa puisse protester parce qu'il n'a pas été consulté et dans son bon rôle. Maintenant, après derrière, est-ce que le changement d'un commandant changerait quelque chose pour que finalement on mette fin à cette guerre injuste et inutile qui nous est imposée? Je pense que ce n'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat devrait être, est-ce que nous, Congolais, aujourd'hui, nous sommes agressés par un pays voisin d'un État voyou au même titre que la Russie? Est-ce que sommes-nous traités comme on traite l'Ukraine? La réponse est non. Donc commençons par réclamer que nous soyons considérés au plan international et au plan régional
au même titre que l'on est en train de faire pour l'Ukraine. Au plan régional, si on faut dire que la guerre n'est pas à la frontière de l'Europe, parce que les Européens disent que la guerre ukrainienne est à la porte de l'Europe. Bon, alors maintenant, une structure régionale, c'est que la guerre est en Afrique. Comment nous chassons la guerre au-delà de nos frontières africaines? Est-ce que pensez-vous que toute cette force réunie régionale est incapable d'imposer à M. Kagame? Parce qu'aujourd'hui, l'avantage que l'on a eu, c'est qu'on a eu un président qui a eu la responsabilité, la force et le courage de désigner l'ennemi qui n'a jamais été désigné depuis qu'il nous a agressés. En dehors de Tshisekedi, nul n'a osé avoir la force et le courage de pointer son doigt envers Kagame. Aujourd'hui, l'ennemi est identifié. Et quand on identifie l'ennemi, on peut maintenant le combattre. Avant, on n'avait pas identifié l'ennemi. Aujourd'hui, il est identifié. C'est déjà un premier pas dans la solution. Maintenant, il faut le combattre. Comment le combattre? Il faut que les Congolaises et les Congolais s'élèvent comme un seul homme derrière leur commandant suprême pour botter l'ennemi dehors. Le reste d'attendre que notre soutien, notre solution viendra d'ailleurs, je n'y crois pas. C'est d'abord le peuple qui fait face. Vous avez vu la Somalie, les Américains qui sont première puissance n'ont pas pu vaincre la Somalie. Donc, si nous sommes unis comme un seul homme, et si nous n'avons pas une petite opposition fantaisiste qui danse, et qu'on comprend que nous sommes face à la guerre, à ce moment-là, unis comme un seul homme, nous aurions en tout cas abouti l'ennemi dehors. Je pense que, Moubiaï, pour répondre à votre question, je réponds en disant, si Kinshasa a protesté, il est dans son bon rôle. On ne peut pas avoir une force étrangère sur notre territoire sans nous consulter. Alors Christian, comment vous expliquez cela? C'est les Kenyans qui fait la loi maintenant dans cette affaire de... Comment je peux expliquer ça? Parce que ceux qui sont aux commandes ne savent pas eux-mêmes expliquer ça. Moi, comment je vais expliquer ça? Vous analysez? Oui, mais je vais analyser autrement. Moi-même, je ne sais pas comment je peux expliquer que vous êtes partenaire à un État, dans un accord, mais que vous n'êtes pas en mesure de contrôler les décisions qui sont prises au sein de ce partenariat-là. Ça n'a pas d'explication, si ce n'est que ceux qui sont à la manette qui peuvent nous dire quelque chose. Mais vous me permettez, je voudrais dire à monsieur en face que, vous me permettez l'expression, Monsieur Moubiaï. Monsieur Moubiaï, que nous avons été, peut-être que vous ne l'avez pas très bien, ou que vous ne connaissiez pas depuis, mais nous allons faire notre propre apologie pendant 30 secondes seulement. Nous avons été de ceux qui, en 2017, lorsque le pouvoir, le régime du président Kabila avait pris la loi sur la loi électorale, dès 2018, nous sommes allés à la Cour constitutionnelle saisir celle-ci et lui dire que cette loi, en instituant les seuils, avait violé la Constitution. Pourquoi? Parce que la Constitution prévoit qu'il y a des candidats qui sont indépendants. On a fait ce qu'on a bien voulu faire. Le seuil a écarté beaucoup de candidats qui avaient la légitimité du peuple. Et aujourd'hui, on a réitéré le même exploit avec le régime Tshisekedi en instituant une autre forme de seuil avec les 60%. Nous nous sommes opposés à ça. Nous nous sommes toujours opposés. Nous, ce n'est pas un problème de position politique. Non. Parce que je sais que demain, vous allez quitter le point où vous êtes là-bas et vous allez traverser ailleurs si vous estimez que vos intérêts politiques ne sont plus garantis. On revient au débat. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous restons sur l'objet. Nous restons sur la matière. Et là-dessus. Si vous le permettez. Et là-dessus. Jusqu'à ce jour. Pas les débats. On doit revenir sur l'analyse. Nous décrions le fait. Oui, je reviens sur le sujet. Mais il y avait quand même quelque chose qui s'est glissé et qui fait un contraste sur la population qui nous suit. Vous devez savoir que opposition ou majorité, c'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est que les débats des fonds soient d'abord résolus. Et aujourd'hui, nous avons posé les débats des fonds que structurellement parlant, vous avez réservé 25 jours pour l'audit. Vous êtes en train de regarder la chef de l'Union africaine, alors que s'il y avait la confiance en interne. Je vous ai donné l'exemple de la Senko. Je peux vous donner l'exemple du cardinal Maloula. On nous avait envoyé beaucoup des émissaires au niveau international pour la conférence nationale souveraine. Mais il est là derrière vous qui circule d'ailleurs son image, qui a résolu le problème.
et qui a mis l'équité entre toutes les parties. Donc on n'a pas besoin toujours de faire référence à l'étranger, pendant que nous pouvons résoudre nos problèmes en interne. La même chose. La même chose, oui, nous parlons le même langage. D'accord, très bien. Si vous me donnez Merci juste une beaucoup. seconde. Oui, sur ce point-là. Vous aurez la parole, je vous ai suivi. Non, je vous coupe pas. Vous allez gratter quand même les secondes un petit peu. Non, si vous me donnez une seconde. Je voudrais terminer. Juste une seconde pour qu'on reste dans le débat. Donc, sur la question, ce que vous venez de dire, de ne pas toujours compter sur l'extérieur, vous et moi, nous parlons le langage. Évidemment. Si vous avez dit, si moi mais ne vous intéressez pas sur la personne. Où est le problème en interne? Le problème, il est structurel. Vous avez nié ça. Mais le problème, il est structurel. Même l'OIF qui vient vous dit, je ne peux pas faire en 5 jours. Non, là, on va y arriver. Deuxième chose, si j'ai dit que, parce que vous vous êtes défini comme opposant, c'est comme ça. Je n'ai pas dit ça dans ma bouche. Il n'a pas dit ça. Donc là, je retire cela. J'ai cru comprendre que vous étiez de l'opposition. Et donc, peut-être mon discours tend vers ceux qui s'opposent à ce que fait l'actuel régime. Alors vous avez peut-être un discours. Vous pouvez m'identifier dans le camp que vous voulez. Mon problème, c'est que vous pouvez m'identifier dans le camp que vous voulez, mais vous ne me rencontrerez jamais sur le problème de fond que je pose. Identifiez-moi dans le camp que vous voulez, je vous laisse cette liberté-là. Mais rencontrez-moi sur le problème de fond que j'ai posé, il est structurel. Dites-nous en 25 jours, si vous n'avez pas encore pu faire l'audit interne dans les 20 jours, comment vous allez faire dans les 5 jours en international? Donc là, c'est déjà tout faux, c'est un mauvais départ. Je reviens, et c'est la même chose sur le problème de sécurité. Vous savez, madame, je veux le dire, la main sur le cœur. S'il y a quelques-uns qui n'ont pas été d'accord avec la nomination, par exemple, du président Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère de la Défense, je suis de ceux qui, d'accord ou pas d'accord avec le pouvoir Tshisekedi, mais je suis de ceux qui... Oui, je sais que je suis dans la chaîne de télévision... Ça n'a rien à voir avec du président Jean-Pierre Bemba. Je vais parler librement parce que je sais que depuis toujours ici, nous parlons librement. Ici, c'est la liberté. Le lendemain, je passerai ici, Doudou Monti va me recevoir. Parce qu'ici, c'est la liberté, c'est la démocratie. Mais je suis de ceux qui ont approuvé cette décision-là. C'est pourquoi? Parce que j'ai estimé que le président Jean-Pierre Bemba, une fois en fonction, d'abord, il y a un caractère dissuasif que le pays avait perdu. Dissuasif d'abord. Je me disais, quel que soit ce qu'on a dit sur Vital Kamerhe, mais une fois en fonction, au moins ces personnalités-là, ils peuvent faire peur à certains opérateurs économiques qui fixent les prix des produits de façon alambiquée. Je me disais que le président Jean-Pierre Bemba, sa première décision, allait être d'abord de dire que si nous ne voyons pas les résultats, voilà ta guerre, il y a des guerres. Ce n'est pas pour rien que Banoma qui est. Que s'il avait dit, ce qui dans 2 mois, force ya EASO, je vous dis ce jour-là, tous les Congolais allaient appuyer. Les histoires du général qui a été nommé. Moi, je ne connais pas ce général-là. Il a, je ne sais pas, sa formation où. Je m'en fous de lui. Je crois à Jean-Pierre Bemba. Je pense que s'il dit en ce moment, si cette histoire de l'EAC dans les 2 mois, vous foutez rien, je viendrai vous enlever là-bas. Tous les Congolais seront derrière lui. Ceux qui sont à la maison peuvent vous faire des témoignages. Laissez le téléphone ouvert. Mais on s'embrouille. Qu'est-ce qu'on a toujours à pleurnicher derrière l'EAC, derrière... Alors, est-ce que nous ne sommes plus un État souverain? C'est un débat qu'on ne veut même pas vers sur les chaînes de télévision parce que nos enfants qui suivent à la maison pensent que le Congo, pour qu'il se relève, il doit toujours regarder la communauté internationale. Vous savez ce que nous mettons dans les têtes de nos enfants. Ça ne doit pas se faire de façon brutale. Hein? Je vous dis, on a dit ici que la Russie est un État voyou. J'ai entendu ça sur ce plateau ici. Mais j'aurais entendu que le chef de l'État et le VPM à la défense s'apprêtaient à aller rencontrer, d'ailleurs ça a déjà été fait ici en interne, s'apprêtaient à aller rencontrer et la Russie et la Chine pour la situation du reste du pays. Mais nous sommes un pays qui peut s'autodéterminer. Nous ne sommes pas un pays qui doit toujours suivre. Qu'est-ce que ce général... D'ailleurs, d'abord, il y a même un aspect de souveraineté. Il suffit qu'on refuse seulement les visas à ce général-là. Il va entrer ici comment? Est-ce que nous n'avons pas un ministre des Affaires étrangères? Il suffit qu'on refuse seulement les visas, il va entrer comment? Mais comme nous n'avons plus de souveraineté, comme nous sommes devenus un État suiveur, qui ne fait que pleurnicher, qui n'est jamais dans l'action, nous allons rester comme ça. Mais j'encourage encore et j'appelle le gouvernement, à travers le ministre de la Défense, le vice-premier ministre de la Défense, je m'excuse,
qu'il puisse lancer un appel en ce moment de guerre, qu'il puisse dire que s'il est assez, vous avez un délai de 2 mois. Si vous ne faites rien, nous allons vous chasser, comme l'a fait ceux qui étaient à Goma et partout ailleurs à l'est du pays pour la MONUSCO. Vous avez vu que les choses ont commencé à reculer. Mais là, nous applaudissons le diable. Et il va continuer à entrer et miner le terrain. Et nous allons passer du temps inutilement. Christian Moleka, votre analyse également. Je vois que sur le plateau, on fait beaucoup l'apologie des hommes forts, plutôt que des institutions fortes, alors qu'une nation ne se construit pas autour des hommes forts, mais surtout des institutions fortes. Si nous voulons que le Congo de demain soit un Congo fort, ce ne doit pas être un Congo d'hommes forts, mais des institutions fortes, qui dépassent les personnes. Nous sommes trop dans les individus, c'est peut-être pour ça aussi que nous sommes trop dans la personnalisation du pouvoir. L'EAC, nous devions avoir il y a quelques jours une rencontre d'évaluation à mi-parcours, 6 mois après, qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas été tenue parce qu'il y a eu beaucoup de divergences entre nous et le Rwanda, beaucoup de divergences entre Kinshasa et les pays voisins, notamment sur le mandat offensif. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la preuve qu'il y a une sorte de dissonance entre Kinshasa et ses partenaires. Dissonance à la fois sur la mission, le mandat de la force d'EAC. Kinshasa veut un mandat offensif. Le général qui était en place au début a beaucoup balbutié. On a senti qu'il n'avait pas une volonté dynamique de mandat offensif. Il commençait à proposer même de convoyer les civils qui voulaient atteindre Bunagana par les forces de l'EAC. Et donc il y avait beaucoup de dissonances avec Kinshasa. Et c'est comme ça qu'il est parti en démissionnant. Mais le problème, c'est qu'il est plus profond. C'est la dissonance entre Kinshasa et ses alliés, notamment le Kenya. Parce qu'on l'a vu des officiels kenyans dire que la force n'avait pas une vision à aller se battre contre les 23. On a entendu des officiels de l'Ouganda dire également que la force n'avait pas de mission d'aller se battre. Alors que pour Kinshasa, le paradigme de départ, c'était une force offensive qui vient chasser les 23. Donc nous sommes face à un blocage. Nous sommes face à un blocage. Et le fait qu'on nomme sans consulter Kinshasa prouve qu'il y a malaise aujourd'hui entre Kinshasa et ses partenaires de la sous-région. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est ça la grande question. Mais nous l'avions dit depuis très longtemps, il faut requalifier cette force ou la laisser partir. On n'a pas d'autres options. Nous avons intérêt à clarifier le commandement à l'intérieur, nous avons intérêt à renforcer la logistique de notre armée, de la faire monter en puissance pour que nous puissions nous-mêmes répondre en interne à ces problématiques du M23. Que l'EAC va nous amener un nouveau rapport de force qui ne sera pas favorable, d'autant plus que l'UPDF, qui est également membre de l'AC, est cité comme un allié, même si beaucoup ne le veulent pas le dire, mais allié du M23. Donc nous sommes entrés dans une sorte d'imbroglio régional dont on ne sait pas en sortir. Maintenant tout le monde parle de l'arrivée de l'Angola encore dans la région, donc on comprend que le puzzle, Kinshasa doit clarifier sa position. Soit on met un terme à la force régionale EAC, donc on travaille à un autre paradigme, soit alors on reste dans le paradigme idéal qui était celui de voir le mouvement être offensif. Parce que à ce jour, le constat il est là avec la nomination, c'est qu'il y a des vraies discordances entre Kinshasa et certains pays de la sous-région. Mais l'impression que ça donne, nous sommes entrés dans une situation difficile à sortir. Hein. C'est pas l'impression que vous avez. Mais aussi, comment ne pas en sortir? Par exemple, le président a signé l'adhésion du pays à l'EAC sans passer par le Parlement. Il suffit que notre Parlement se réunisse pour dire que nous n'avons jamais ratifié ce traité et que le Parlement prenne une option politique. Ça pousserait les présidents à changer d'option. Il y a des voies, il y a des moyens de sortie. Le problème, c'est l'option. Quelle est l'option que l'on prend? Est-ce que Kinshasa veut gagner du temps pour préparer une option militaire d'offensive? Ça se dessine aujourd'hui que nous tendons maintenant vers une option militaire menée par Kinshasa lui-même. Mais si c'est ça ce que nous voulons, eh bien, il faut que stratégiquement nous clarifions la position. Parce que la démarche de l'EAC, à ce stade, il n'est pas productif et il ne permet pas d'avoir le résultat que nous avions voulu, à savoir le M23 qui s'est retiré. Beaucoup d'ailleurs d'experts l'ont dit depuis la semaine passée. Le M23 a renforcé ses positions. Vous avez beaucoup d'experts dans ce pays. Oui, moi je me fie sur la parole experte. Quand je dis experte, c'est à la fois la société civile, que les rapports des militaires, que le M23 s'est renforcé. Et je crois que même le vice-président Jean-Pierre Bemba l'a dit en Conseil des ministres, que le M23 ne s'est pas retiré, il s'est renforcé. Voilà. Qu'est-ce qui est fini? Je voudrais quand même vous le permettre en 30 secondes seulement. On a dit qu'on fait trop l'apologie des personnes. Vous savez, il ne faut pas qu'on puisse nier notre propre histoire. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a le mont Rushmore. Vous connaissez ça? Où on a sculpté les têtes des chefs d'État américains qui sont passés.
Quand les Américains passent par là, ils regardent, ils se reconnaissent. Moi, si je me reconnais au président Jean-Pierre Bemba, où est le mal? Où est le mal? Merci. Ça ne doit pas vous choquer, mais ici, encore la question de fond, ces histoires des experts, ces histoires de... En Conseil des ministres, on a dit ceci. Non, les Congolais attendent une chose. EAC, vous quittez le pays dans 2 mois si le M23 n'est pas fini. Dans mes 30 secondes, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, le débat a tourné autour. Oui ou non, devons-nous, en tout cas, nous opposer à la présidente de l'OIF qui ne nous ressemble pas, qui n'a rien à voir avec nous. J'ai dit oui, cette dame n'a rien à voir à la tête de l'OIF. Devons-nous accepter la révision du fichier électoral? J'ai dit que c'était un faux débat. Par rapport à la sécurité, je dis que nous avons trouvé un chef de l'État qui a eu, indiqué les mots. Je résume mon propos, comme ça c'est trop clair. Nous avons aujourd'hui identifié notre ennemi. Soyons maintenant unis comme un seul homme derrière le chef pour que nous puissions bouter l'ennemi dehors. Merci. Quand on a dit ça, on a commencé en retard. quand on a dit ça, ils ont beaucoup. Quand on a dit tout ça, je me dis, l'apologie, il ne faut pas faire son apologie quand on est vivant. Et ensuite, il faut mourir. Ah, c'est fini. Merci, monsieur. Donc, c'est reconnaître les gens quand ils meurent. Merci, alors, Christian Moleka. C'est fini. J'ai fini. Voilà, c'est ça la question. Est-ce que la structure, ça va ensemble avec les personnes? Je vous dis oui, la structure va ensemble avec la personne. La preuve, il vient de le dire. Vous avez tout dit. Avec le président Bemba, ça donne une image d'une défense. Ça, c'est la personne. Donc, c'est très important d'associer et la personne et l'institution dans une équation pour pouvoir avancer. Il ne faut pas dissocier la structure de la personne qui l'anime. Merci, l'émission est finie. Merci à vous trois. Merci à l'équipe technique. Merci à Doudou Montiri, le coach, l'homme de Mongafula, Olivier Longango. Merci, fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir.